Donc bonsoir à toutes et à tous, on fait un live ce soir, alors un quart d'heure de, en gros, présentation un peu sommaire de ce que j'ai à vous dire. Le thème d'aujourd'hui c'est la gestion du risque et donc le money management. Donc petite présentation qui devrait durer pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes grand maxi. Derrière je prends vos questions en direct puisqu'on est là sur Discord et donc vos questions écrites qui seront retranscrites par les modos. À la fin de l'émission, donc on prendra 5-6 questions préparées et puis on va dire le reste, un peu échange, questions-réponses pour ceux qui ont un micro et qui auront envie d'échanger pendant une dizaine de minutes et après on rentre chacun chez soi, je déconne, mais voilà. Allez, c'est parti. Donc, la gestion du risque, c'est essentiel. D'abord, c'est ce qui vient à la dernière étape d'une stratégie. Je vous rappelle que dans une stratégie de trading, il y a d'abord 3 étapes à faire avant d'envisager de placer un trade. C'est-à-dire, la première étape, c'est de faire son analyse sur le time frame supérieur. La deuxième, c'est de chercher un cadre technique qui corrobore votre scénario de l'UT supérieur sur l'UT local. Donc je vous rappelle, si vous tradez en horaire, vous regardez ce qui se passe en daily, vous regardez si c'est haussier, baissier ou neutre, et en fonction de ça, vous cherchez un cadre technique en horaire, puis vous cherchez un signal en horaire dans le cadre technique que vous avez trouvé précédemment. Quand vous avez coché ces 3 étapes, vous pouvez trader. Mais il en reste une dernière à faire, c'est donc de savoir qu'est-ce que vous allez réellement faire en fait dans votre trade. Il ne suffit pas de dire allez, ça y est, maintenant que vous savez que vous allez acheter et que vous allez vendre, il va falloir répondre à des questions essentielles. Combien? Jusqu'où? Et je m'arrête où? Voilà. Donc ça, normalement, c'est déjà des réponses que vous avez en partie par rapport à l'analyse graphique que vous avez faite, le cadre technique. Votre étape numéro 2, elle sert à ça en fait, à définir votre cadre technique dans lequel vous allez gérer votre risque. Trouver vos targets, trouver votre invalidation. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la gestion du risque. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et on pourrait considérer ça presque comme une étape 4 en fait dans la stratégie. Moi, je la considère en même temps que le signal de trading. Mais voilà. Dans le procédé, ce serait en gros la dernière étape, celle qui définit combien vous allez vendre, quel montant, et ça va se définir selon plusieurs critères. Déjà, d'une, il y a le critère technique. Plus vous allez avoir de confiance dans votre trade, plus vous allez pouvoir risquer sur ce trade, puisque bien évidemment, plus vous allez risquer, plus vous gagnerez. C'est bien le principe, c'est con hein, dit comme ça, mais c'est un principe essentiel qu'il faut que vous compreniez. Plus vous prenez de risques, plus les gains seront au rendez-vous. Mais là où il faut faire attention dans la gestion du risque, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Et le principe, c'est qu'il faut toujours essayer d'être du bon côté de la lame et pas de se prendre la lame sur les doigts. Et vous comprendrez que malheureusement, quand on prend du risque, il faut savoir le gérer. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir gagner plus en prenant du risque. Ce dont on discutera ce soir, c'est que malheureusement, la plupart de ces risques, vous ne pouvez pas les prendre si vous n'avez pas d'expérience, ou en tout cas un minimum d'expérience. Il y a un autre risque auquel il faut éviter d'avoir recours, évidemment, mais auquel vous aurez malheureusement recours malgré vous pour la plupart, c'est l'effet de levier dont on va commencer, dont on parlera, mais on en parlera après. D'abord, on va parler des autres choses. Dans le cadre technique, d'accord, les choses que vous contrôlez en fait. Pour être simple, ça, vous allez pouvoir contrôler. Ça, vous pouvez contrôler. Ça, vous pouvez contrôler. Ça également, mais ça relèvera plus souvent de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire, ça dépend de la taille de votre compte. Évidemment, quand vous avez un petit compte, il faut quand même que vous puissiez justifier d'un revenu de votre trading. Si vous passez 3 heures devant l'ordi par jour, vous dites un SMIC, c'est 10 balles de l'heure, donc il faut que vous gagnez au moins 30 euros sur ces 3 heures de travail. Sinon, vous bossez à perte, quoi. Hein. Voilà, il faut être franc là-dessus. Donc le principe, c'est qu'évidemment, pour atteindre ces niveaux de rémunération avec un petit compte, vous allez avoir recours à l'effet de levier. Il va falloir évidemment respecter certaines règles, parce qu'il ne faut pas être nos limites dans l'effet de levier, et on parlera évidemment des risques associés à l'effet de levier. Donc on va commencer par les 3 que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire ces 3-là. D'accord ? C'est bien entendu ici que c'est intéressant et que votre cadre technique se situe. D'accord ? Votre cadre technique va apporter la réponse à ces 2 questions. D'accord ? Le taux de réussite, d'accord ? C'est-à-dire la probabilité de réussite de votre stratégie. Ça, elle va dépendre de 2 facteurs. Le principal facteur, malheureusement, vous sera inhérent. C'est-à-dire que plus vous allez être expérimenté, plus évidemment vous allez avoir un taux de réussite élevé. Après, il y a ce qu'on va appeler le trading dans la tendance et contre la tendance. Si vous prenez des trades contre tendance, vous allez augmenter le risque, vous allez diminuer votre taux de réussite. D'accord ?
Donc voilà les facteurs qui vont influer sur le taux de risque, c'est majoritairement l'expérience et après l'aspect risque du trading. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un trading risqué, évidemment, plus il va vous falloir d'expérience pour éviter que cet ajout de risque vous amène dans la zone rouge. Donc ce que je vous ai représenté graphiquement, la zone bleue, c'est dans la zone dans laquelle il faut être. D'accord ? La zone rouge, c'est la zone dans laquelle il ne faut pas être, en sachant que vous serez très probablement en général au milieu de ça. Mais votre objectif, ce sera en tout temps d'éviter d'aller dans la zone rouge. Parce qu'on va donc placer ces 4 curseurs, l'effet de levier, le taux de réussite, le ratio risque-rendement et les montants mis en jeu. Et vous allez voir que ces 4 curseurs, vous pouvez vous permettre de temps en temps d'en foutre un en zone rouge. Évidemment, ce n'est pas bon, parce que introduire du risque alors que trader, ça a pour objectif de limiter le risque que vous introduisez dans la stratégie. Forcément, foutre un curseur dans le rouge, c'est déjà en soi une mauvaise chose. Mais ce ne sera pas forcément une sanction immédiate si vous n'en mettez qu'un. Par contre, si vous mettez les 4 curseurs dans le rouge, je ne vous donne pas plus d'1 mois à survivre dans le trading. Les erreurs, on va en parler, mais encore une fois, je ne vais pas simplement vous dire ce qu'il ne faut pas faire, je vais surtout vous dire ce qu'il faut faire pour sortir des zones rouges. Donc, ce qui est important en ce qui concerne le taux de réussite, malheureusement, la plupart des trucs, la plupart de votre marge de progression en termes de taux de réussite, c'est malheureusement l'expérience. Ce qui fait que il va falloir vous laisser le temps de pratiquer. Et ça, malheureusement, l'effet de levier, on va en parler après, c'est probablement ce qui vous tuera, c'est-à-dire ce qui ne vous donnera pas le temps dont vous avez besoin pour augmenter votre taux de réussite. Donc, il faudra vraiment faire attention à ne pas utiliser trop d'effets de levier, tout simplement pour pouvoir vous laisser le temps de survivre suffisamment longtemps pour augmenter votre taux de réussite. Voilà. Évidemment, il va de soi que quand vous êtes débutant, tout ce qui est trading contre tendance, vous oubliez immédiatement. Parce que le trading contre tendance, il va faire quoi ? Il va vous tirer vers la zone rouge. Voilà. Imaginons que vous êtes plutôt là au début. Quand vous commencez, c'est plutôt vous jouez à pile ou face en termes de trading. Voilà. Vous êtes donc dans la zone plus ou moins neutre, tout va bien. Si vous vous amusez à faire du trading contre tendance, poum, votre curseur, il part ici. Et vous allez vous retrouver avec du 25% de taux de réussite. Et si évidemment, en plus d'un trading contre tendance, vous vous amusez à ajouter un effet de levier, du trading sur cassure, enfin voilà, vous verrez, vous allez droit dans le mur, vous cramerez le compte en moins d'1 mois. On parlera évidemment du pire des cas de figure. Hein, voilà. Donc là, par exemple, 25%, c'est le trading risqué, donc le trading contre tendance, le trading très très agressif. D'accord ? C'est-à-dire vous vous positionnez avec un tout petit stop, votre stop il va très rapidement pouvoir être récupéré. Parce qu'évidemment, plus votre stop est proche du prix qui est actuellement tradé, plus la probabilité qu'il soit atteint augmente. Donc plus votre taux de réussite chute. Voilà. Donc il ne faut pas prendre trop de risques. Trop de risques c'est bien, mais vous dire par exemple, je prends l'exemple que je l'ai en tête immédiatement, les gens qui pensent que il faut, par exemple, mettre un stop de 5 pips. Et que quand on rentre, on prend tout de suite 2 pips de gain et puis on met son stop break-even. Non, le stop ne doit être déclenché qu'en invalidation du scénario. Le stop, à défaut, on appelle souvent ça le stop de protection, mais c'est un abus de langage énorme. Le stop de protection, il est là pour vous protéger en cas d'invalidation du scénario, pas vous protéger parce que le scénario ne se passe pas exactement comme prévu. Il ne faut pas mettre des stops à 5 points, c'est complètement aberrant. 5 points, alors ça dépend du marché évidemment, hein, mais un stop trop proche du prix actuel, c'est complètement hors cadre. Vous prenez trop de risques. Voilà. Ça, c'est la première des erreurs. Donc évidemment, là, votre but, c'est que sur ce levier-là, vous aurez malheureusement très peu d'actions, à savoir que c'est une action très lente, très longue, sur laquelle malheureusement vous aurez très peu d'emprise, puisque c'est surtout le temps que vous passerez devant vos écrans à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs qui vous permettront d'obtenir un meilleur taux de réussite dans le temps. Le ratio risque-rendement, ça évidemment, c'est lié effectivement au facteur risque dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que évidemment, plus vous risquez peu, plus vous prenez de risques. C'est-à-dire plus votre stop, votre invalidation est proche du prix d'entrée, plus vous augmentez votre risque, plus vous diminuez le taux de réussite, mécaniquement. Le rendement, ça, de toute façon, c'est l'objectif que vous avez fixé. Le principe, c'est qu'il faut que ce soit rationnel. L'espérance de gain sur votre trade ne peut pas être nos limites. Voilà, on ne prend jamais un trade en disant « je ne sais pas où ça ira ». Ça ira, Inch'Allah, jusqu'à ce que ça s'arrête. Non, ça ne fonctionne pas comme ça le trading. Le trading, c'est vraiment, il faut savoir jusqu'où vous comptez aller, où est-ce que vous allez limiter le marché, c'est-à-dire vous vous dites, si le prix arrive là, je sors, point. J'encaisse mes gains, et ce qui se passe après ne m'intéresse plus.
Ça, il faut avoir ça. Il faut avoir une limite sur votre trade. C'est ça qui vous permet de définir votre ratio risque-rendement. Si vous n'avez pas d'idée de votre rendement, vous n'avez aucune idée du risque que vous pouvez lui associer, vous n'avez donc aucune gestion de votre ratio risque-rendement. Vous êtes très mauvais en gestion du risque. Ça veut dire que ce curseur-là, vous le faites un peu au doigt levé et vous dites, voilà, au doigt mouillé, ici je sens que j'ai plutôt envie de faire ci. Voilà. Non, il faut être en maîtrise dans la stratégie. Parce que le money management et la gestion du risque, il faut vraiment que ce soit quelque chose de construit, de mécanique dans votre stratégie de trading. Je dis, ça arrive en dernière ligne avant le placement réel du trade dans le marché, mais c'est une étape aussi importante que les 3 précédentes. Donc, il va y avoir plusieurs profils dans le ratio risque-rendement, avec évidemment chacun des taux de réussite associés. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un trading agressif, malheureusement, plus votre curseur ici va être abaissé. Avoir un trading agressif, c'est introduire du risque, c'est diminuer son taux de réussite, mécaniquement. Donc, ne peuvent se permettre d'avoir un trading agressif que ceux qui ne sont pas débutants. Tout simplement, il faudra que vous ayez un minimum d'expérience pour avoir un trading agressif. Moi, typiquement, je suis là. Je suis dans le trading agressif, mais je peux me permettre parce que j'ai de la bouteille. Et encore, je ne fais pas partie des plus expérimentés que vous pourrez trouver. Mais moi, je peux me permettre. Vous ne pouvez pas avoir la même approche de trading que moi. Vous devez vraiment attendre que les signaux soient sur les graphiques, qu'ils soient validés pour pouvoir rentrer. Okay, vous allez avoir donc plutôt ce que j'appelle un trading mixte, c'est-à-dire un trading à la fois agressif, parce que ma stratégie de trading reste une stratégie agressive. Vous ne serez pas aussi faible risque qu'un suivi de tendance, mais vous aurez rarement les mêmes ratios que moi, c'est-à-dire moi j'ai souvent du ratio 1 pour 4, 5. Vous aurez rarement ces ratios-là, parce que vous devrez attendre la validation. Ce qui fait que vous aurez probablement des ratios 1 pour 2, 1 pour 3. Ok ? Donc c'est plutôt du 3 pour 1 que vous devez essayer de viser, vous, sur vos stratégies de trading. C'est un trading agressif, mais qui attend des validations. Donc c'est un trading un petit peu moins risqué, d'accord ? Parce qu'encore une fois, essayer de viser la zone bleue, c'est bien, mais si ça doit vous coûter une zone rouge, ça ne sert à rien. Le principe, c'est bien évidemment de vous rapprocher à chaque fois du bleu et de vous éloigner le plus possible du rouge. Donc, on n'ajoute pas trop de risques avec un trading trop agressif, sinon, c'est amener une chose positive, mais qui en amène une tout aussi négative. Donc, ça ne sert à rien. Il faut toujours que vos curseurs vous soient profitables. Il faut toujours avancer vers cette zone bleue et vous repousser le plus possible de la zone rouge. Le trading en suivi de tendance, bon moi typiquement je ne vous apprendrai pas à faire ça, j'aime pas ça. Maintenant c'est un trading beaucoup plus serein, beaucoup plus safe, c'est-à-dire que là vous attendez carrément la cassure d'un support pour rentrer vendeur, la cassure d'une résistance pour rentrer acheteur, et vous pouvez gérer votre risque sous le support précédent ou sur la résistance précédente. C'est beaucoup plus serein en termes de trading, beaucoup moins agressif, il va de soi que ça rémunère beaucoup moins également, hein. Voilà. Donc là, évidemment, le suivi de tendance, le taux de réussite est augmenté par rapport à un trading agressif. Ben, il va de soi que, bien évidemment, comme votre ratio risque-rendement est augmenté, votre stop vous coûte plus cher, vous devrez diminuer l'effet de levier. D'accord ? On parlera des 3 profils après, suivi de tendance, agressif et trading sur cassure, qui est le pire. Hein. Voilà, moi je suis désolé, mais je ne peux pas vous recommander de trader sur cassure. C'est une aberration purement technique de débutants. Il n'y a que les débutants qui tradent sur cassure, et je peux vous garantir qu'ils ne tradent pas sur cassure bien longtemps. Le trading sur cassure, c'est un trading à ratio risque-rendement négatif, c'est-à-dire que vous risquez 3 pour gagner 1, et en plus de ça, quand vous ajoutez les biais techniques de débutants, c'est-à-dire un faible taux de réussite, ça comprenez que la stratégie ne peut pas être gagnante, surtout si en plus de ça, vous amusez à rajouter de l'effet de levier. Donc là, vous êtes tous les 3 dans le rouge, c'est mort. Voilà. Faut bien comprendre, le problème du trading sur cassure, c'est que c'est la réaction simple et émotionnelle et normale que vous avez à un faible taux de réussite. C'est-à-dire que quand vous tradez et que vous êtes débutant, vous voulez réussir. C'est normal. C'est comme tout le monde. On n'aime pas l'échec. Donc, en fait, de par ce biais naturel, comme vous allez être confronté à l'échec en trading, votre cerveau va trouver des moyens de contourner le problème. Et donc, pour obtenir un meilleur taux de réussite, votre cerveau va très très rapidement, et généralement c'est le cas pour tout le monde, vous amener à faire quoi ? Le trading le moins risqué, c'est-à-dire le trading sur cassure. Parce que c'est un trading qui va vous procurer un très grand taux de réussite, sauf que vous placez un curseur bleu au prix d'un curseur rouge, et encore une fois, ça n'est pas bon. C'est pas une bonne approche. Le trading sur cassure, c'est une erreur que vous ne devez pas commettre, tout simplement parce qu'il faut comprendre le processus qui vous amène à vouloir faire ça. C'est de vouloir un taux de réussite plus élevé, mais malheureusement, vous le faites au prix d'un passage dans la zone rouge, et ça, c'est pas possible. C'est pas un bon choix. Donc le trading sur cassure, vous oubliez immédiatement, c'est pas une solution gagnante en trading. Par contre, faire du suivi de tendance avec des déclenchements sur cassure, et éventuellement un mix entre les deux. Ça vous permettra d'avoir un très grand taux de réussite, mais encore une fois,
il faut toujours essayer de trouver un juste milieu partout. Avoir un très gros taux de réussite, c'est bien, mais si pour ça vous devez sacrifier du risque-rendement, c'est pas intéressant. Voilà. Donc moi, ce que je vous dis, c'est au début accepter que perdre, c'est pas une mauvaise chose. En fait, contrairement au biais que vous allez avoir naturellement, où vous voulez avoir de la réussite, parce que la réussite vous permet de gonfler votre confiance en vous, vous permet de construire votre confiance en tant que trader. C'est très satisfaisant de réussir un trade. Malheureusement, si vous voulez apprendre, il vaut mieux vous chier. C'est triste ce que je vous dis, mais en fait, plus vous allez vous planter, plus vous apprendrez vite. C'est-à-dire que c'est un biais contrarien, assez stupide de l'inconscient humain, qui fait que vous pensez que c'est en réussissant que vous progressez, alors que c'est en échouant. Donc, moi j'ai tendance à vous dire qu'il vaut mieux avoir un suivi de tendance agressif au début et un faible taux de réussite, mais apprendre de vos erreurs pour progresser plus vite dans votre échelle de taux de réussite. Et en fait, au lieu d'essayer de compenser votre manque de réussite par un trading à plus faible risque, il vaut mieux, au contraire, faire des erreurs et progresser avec ces erreurs. Apprendre de vos conneries. C'est en fait avoir peur de se rater, c'est une très mauvaise démarche. Si vous apprenez, il ne faut pas que vous ayez peur de vous planter. Au contraire, il faut que chaque plantage soit une occasion d'apprendre. Et évidemment, il y aura quand même des trades gagnants qui, eux, doivent vous booster la confiance. Mais par contre, tous les trades perdants, ça ne doit pas vous miner. Ça doit pas vous miner le moral. Au contraire, vous devez vous dire « Ah putain, mais là, c'est vrai, j'ai fait nimp, j'ai pas respecté mon étape 2 de la stratégie. » Voilà, poum, vous prenez une claque. Mais n'empêche qu'en ayant pris une claque et en ayant rationalisé cette claque, vous venez d'apprendre une leçon. Vous venez de progresser. Vous venez de prendre de la bouteille, vous venez de prendre de l'expérience. Et ça, c'est un curseur qui monte doucement, mais qui ne redescend jamais. L'expérience, ça va que dans un sens. Donc faites des conneries, faites-en, et surtout enlevez-vous cette peur de faire une bêtise. C'est une connerie en fait, d'avoir peur de faire des bêtises. Donc le simple fait d'avoir peur de faire des bêtises, c'est une bêtise. Donc ne la faites pas. Alors ensuite, on parle évidemment donc de ce truc-là. C'est un levier sur lequel vous pouvez jouer, puis ça c'est un choix que vous avez, le trading agressif et le trading en suivi de tendance. Pourquoi je vous ai mis cette courbe-là? Le simple principe, c'est de vous faire comprendre, c'est ce que je vous avais fait comprendre la dernière fois qu'on avait fait cette émission, c'est que, en fait, malheureusement, il y a un autre problème auquel vous êtes confrontés, et, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait d'avoir un petit capital. Parce que comme je disais tout à l'heure, si vous travaillez X heures devant votre écran et que ça vous rapporte moins qu'un SMIC, c'est pas intéressant. C'est normal, tout le monde travaille, le travail a un coût en France, ce coût est estimé comme étant au moins cher à 10 euros de l'heure. Si vous gagnez moins de 10 euros de l'heure, basiquement, vous travaillez pour du beurre. Donc, c'est pas le but. Maintenant, c'est tolérable au début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attendre, effectivement, pendant les premiers mois, à devoir générer un revenu. Il ne faut absolument pas, surtout, vous rentrer dans ce train-là, où vous devez gagner. Vraiment, moi je pense que pendant les 6 premiers mois de votre trading, vous devez dépendre, votre source de revenus ne doit pas dépendre de votre trading pour que vous ayez l'esprit libre de progresser, de faire des erreurs, de sacrifier éventuellement une petite partie de votre capital. Mais le but, c'est de survivre assez longtemps pour avoir assez d'expérience pour pouvoir commencer à gérer le risque de façon profitable. D'accord? Au début, vous êtes tous négatifs. C'est pas nouveau, hein. Je veux dire, je l'invente pas, les statistiques sont là pour l'appuyer. Tous les gens qui commencent perdent de l'argent. Personne ne gagne. Ceux qui gagnent, ils sont juste des marioles qui vous font croire qu'ils sont plus malins que les autres. Mais ils perdent tous, on le sait, il n'y a pas besoin de discuter 107 ans là-dessus. Donc tout le monde perd au début. La question, c'est de savoir combien vous allez perdre. Et ça, évidemment, ça vient avec l'effet de levier. Donc, petit compte, malheureusement, vous allez avoir ce nouveau biais, enfin cet autre biais tendanciel qui est néfaste. Hein. C'est une tendance naturelle qui va faire que vous allez aller vers la zone rouge. C'est l'appât du gain. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous dire, effectivement, après une ou deux réussites, bon, bah là, cette fois, je peux quand même y aller et gagner mes 10 euros par heure, parce que quand même, fait chier, je bosse pour rien. Erreur. Number one, parce que du coup, vous allez avoir recours à de l'effet de levier dans un contexte non expérimenté et probablement avec une appréciation du risque totalement faussée, puisque vous allez prendre des trades agressifs, alors qu'en soi, vous maîtrisez encore très peu votre taux de réussite, ce qui fait que vous jouez plutôt sur du 50-50. Et encore une fois, 50-50, effet de levier, trading agressif, boum, vous partez à la poubelle. Donc, en tout cas, votre espérance de gain, elle est négative. Donc, plus vous tradez, plus vous perdez. Et évidemment, l'effet de levier, malheureusement, décuple cette probabilité de perte. Parce qu'il y a un autre biais émotionnel qu'il faut que vous compreniez, qui est que plus la perte est grosse, plus votre cerveau fera tout pour que vous vous en détachiez. Et malheureusement, se détacher d'une perte, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. C'est la pire des erreurs, ça tue à peu près 90% des gens.
Les profils que vous voyez disparaître en trading, la plupart, c'est sous ce biais-là qu'ils disparaissent. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, leur cerveau a dit stop. Voilà, là tu perds trop, et en fait ton cerveau, pour te protéger, il te dit bon bah écoute, moi j'en ai plus rien à foutre, le niveau de stress est tellement énorme qu'on va se détacher de la position. Donc après, votre cerveau va trouver tous les moyens possibles et imaginables pour faire en sorte que vous soyez confortable avec une perte abyssale. Alors après, ça dépend des gens, il y a plusieurs types de réactions, mais encore une fois, il y a toujours des schémas récurrents. La première des réactions, c'est le marché a tort, donc j'attends, le marché finira par me donner raison. Première des erreurs, d'accord? Et dans ce cas-là, vous vous laissez glisser dans une perte, vous ignorez totalement tous les signaux contrariens qui vous expliquent que le marché baisse et qu'il a une raison de baisser, mais vous avez acheté, vous êtes persuadé que c'est la bonne raison, parce que votre cerveau vous pipe les dés et vous fait complètement oublier tous les signaux vendeurs, vous ne voyez plus que les signaux acheteurs, le marché baisse et vous allez voir des divergences. Typiquement, hein, vous allez dire, non mais là il y a divergence haussière, on va forcément remonter. Et boum, le marché continue d'enfoncer. Du coup, vous dites, bon, mais là ça fait 5 supports qu'on casse, on va forcément revenir tester une résistance. Ben non, fuck off, on continue, on vous enquille. Et le problème, c'est que vous arrivez au margin call, et là malheureusement, le margin call, votre cerveau, il a beau vous cacher les informations, quand votre compte il est grillé, point barre. Donc ça tue 80% des gens, le déni de la perte, tout simplement parce que votre cerveau vous protège d'un stress émotionnel trop grand. Donc, comment on fait pour ne pas rentrer dans ce biais-là? On évite le stress émotionnel. C'est tout simple. Parce que je vous dis une chose, vous n'êtes pas surhumain, je ne suis pas surhumain, je suis passé par ces erreurs. Si je les comprends, c'est parce que je les ai vécues. Donc moi aussi, hein, j'ai fait du déni sur les pertes au début, il n'y a pas de souci. Je m'en suis caché aussi à l'époque parce que c'est pas cool. Hein, voilà, c'est clair. Quand on rentre dans le déni, soi-même on se voile la face. Et on va se dire, bon ben voilà, on est du genre à pas parler de sa perte à sa femme ou à ce truc-là, on va la garder pour nous, parce que c'est affreux, on la garde pour nous jusqu'au jour où, pouf, margin call est terminé. Moi, après, j'ai jamais connu le margin call, mais j'ai connu des pertes abyssales, voilà, des trucs où tu perds un SMIC en 15 minutes et t'as les boules. Hein. Voilà, quand ta femme, elle vient de rentrer bosser, qu'elle s'est crevé le cul pour gagner sa journée, tu vas pas lui dire salut chérie, j'ai paumé un SMIC. Voilà, sinon, elle va te taper sur la gueule. Donc, il faut bien comprendre que voilà, le problème, c'est que la perte en trading, c'est quelque chose que vous vivrez tout seul, et malheureusement, personne pourra vous aider. Vraiment, personne pourra vous aider. Donc, évitez de rentrer dans ces biais qui font que vous vous placerez dans ces zones de risque. Ok ? Donc, l'effet de levier à proscrire malheureusement. Et si je vous ai mis cette courbe-là, c'est parce que si vous avez ce rapport gênant avec le besoin de gagner de l'argent, de gagner un petit peu plus ou suffisamment, ce n'est pas l'effet de levier qu'il faut que vous utilisiez. Tout simplement, en fait, je vais vous dire un truc. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour gagner plus, il y a plusieurs leviers. Le taux de réussite sur lequel vous avez très peu d'impact. Parce que celui-là, il est majoritairement lié à l'expérience et au type de trading que vous allez avoir. Donc le levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est le type de trading. C'est ce levier-là que vous pouvez utiliser de façon saine. Encore une fois, si vous avez besoin de gagner des sous, prenez un choix rationnel. Si vous voulez que votre trading soit rémunérateur, au lieu d'avoir recours à l'effet de levier qui a une pente exponentielle, c'est-à-dire que quand vous utilisez très peu de levier, le risque est très faible. Dès que vous commencez à augmenter le levier, ça augmente au carré. C'est-à-dire qu'un levier 1 pour 1, vous prenez un risque de 1. Un levier 1 pour 4, vous prenez un risque 16 fois plus grand que le levier 1 pour 1. Alors imaginez ce qui se passe quand vous utilisez un levier de 500. Voilà. Donc, on parlera évidemment après de ce que c'est que le levier, parce que la dernière fois, il y a des gens qui ne le saisissaient pas, donc on va faire un point sur le levier immédiatement. Le levier, c'est quoi? C'est tout simplement la taille de votre compte, d'accord? Donc ça dépend de la taille de votre compte, et c'est la valeur de l'actif que vous tradez. Prends l'exemple parce que vous êtes très Bitcoin pour la plupart. Un Bitcoin, ça coûte, voilà, là actuellement, à peu près, je sais plus, mais près de 7000 dollars. Donc ça coûte 7000 dollars. Donc si vous achetez nombre de lots 1, c'est-à-dire si vous achetez un Bitcoin, ça coûte 7000 dollars. Si vous avez un compte de 1000 dollars, vous utilisez un effet de levier de 7. Puisque vous achetez un actif ou vous le vendez, hein, c'est pareil. La vente est une promesse d'achat, donc c'est pareil. Si vous achetez 7000 dollars de valeur avec 1000 dollars, vous utilisez un effet de levier de 7. C'est l'effet maximal que vous pouvez vous autoriser. Moi, je vous dis, et je ne peux vous donner qu'une seule règle, si vous dépassez 7, vous entrez en zone rouge. Donc le levier supérieur à 7, ce n'est pas une bonne solution. Mais vraiment, vraiment pas une bonne solution. Hein. Au-dessus, vous rentrez dans les biais émotionnels dont je vous parlais. Je ne vous parle même pas des gens qui tradent avec levier 25 ou levier 100. Vous ferez dégommer. Je prends l'exemple de ce qui s'est produit aujourd'hui sur le Bitcoin. Voilà. Là, tous les mecs qui tradaient avec levier 25-100, ils sont en train de pleurer. Et je peux vous dire, on les ramasse à l'appel. Hein. Moi, je ne suis pas mort aujourd'hui. Hein. Moi, avec un levier de 0,1, je peux vous dire, le Bitcoin, il a pris ses 15%, il ne m'a rien fait. Hein. Mais rien du tout. Voilà. Donc, c'est ça la différence.
Le levier, tôt ou tard, quelque chose se passera mal et il vous foutra dedans. Je ne vous compte même pas le nombre de gens aujourd'hui qui sont morts sur le Bitcoin. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont morts sur le Bitcoin aujourd'hui. Tout simplement, recours à cet effet de levier surdimensionné. Il y en a beaucoup là qui se sont pris un margin call. Il y en a beaucoup qui sont probablement dans le déni de la perte, c'est-à-dire de se dire c'est tellement abyssal que maintenant, si ça ne redescend pas, je vais me détacher de mon trade jusqu'à ce que j'ai le margin call. Ce qui fait que ça peut attirer les prix encore un peu plus haut, ce mécanisme-là. Si on n'a pas chassé tout le monde, on peut très bien remonter encore un peu sur le Bitcoin pour continuer à mettre la pression sur tous ceux qui sont encore en margin et avec du gros levier. S'il en reste à dégager, on ira les dégager plus haut. Voilà. Bref, donc, si vous avez besoin d'augmenter vos gains pour une raison X ou Y, ne prenez pas ce biais stupide. Tout comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez augmenter votre taux de réussite, le premier biais que vous allez avoir, c'est d'augmenter le taux de réussite par un trading beaucoup moins risqué. C'est un très mauvais choix. De même que je vous dis, si vous avez besoin de gagner plus, sauter sur le levier, c'est le choix le plus évident, mais c'est le plus mauvais choix que vous pourriez prendre. Le seul choix intelligent que vous pouvez prendre, c'est de vous orienter sur une meilleure gestion du risque ratio-rendement. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez tout faire pour limiter au maximum votre risque, c'est-à-dire trader de façon plus agressive, d'accord ? Sans pour autant vous placer dans un trading trop agressif qui induirait une entrée de risque dans le fait que vous placerez vos stops trop proches et que dans ce cas-là, le marché pourra aller les chercher. Il faut bien gérer son risque, l'aspect risque, et le côté rendement, c'est-à-dire qu'il faudra surtout que vous appreniez à ne pas rentrer dans ce biais qui consiste à limiter vos gains. C'est un biais naturel qu'on connaît aussi très très bien. C'est le problème que quand votre trade va réussir, vous allez immédiatement penser à ce qui pourrait mal se passer et vous allez percevoir des risques qui n'ont rien à faire là-dedans. Et pour ça, les indicateurs sont là pour vous dire, l'indicateur, quand il y a besoin de gérer un nouveau risque, il va vous le dire. Il va vous dire, attention, moi je vois des TP, peut-être que tu devrais penser à faire un TP toi aussi dans ce cas-là. Mais là, oui, là vous avez une gestion du risque qui n'est... Si vous voulez, le principe de l'indicateur, c'est que lui, il n'est pas émotionnel. Lui, il ne commettra pas les erreurs que vous commettez, parce que lui, il s'en branle de ce qu'il... Il n'a pas de pensée. Lui, il bosse par rapport à ce qu'on lui donne, et il affichera la même chose sur tous les écrans de tous ceux qui ont le même indicateur. Donc, par principe, si l'indicateur vous dit TP, il a probablement plus raison de le faire que vous, si vous êtes en train de vous dire « ouais, mais là, je vois un biseau baissier, voilà ». Ça, faut pas. Si vous avez construit votre stratégie et que vous avez bien respecté l'étape 2, que vous avez bien construit votre cadre technique, vous ne devez agir que sur certains points clés de votre cadre technique. Tout ce qui se passe en dehors de ça, il ne faudra absolument pas le toucher. C'est vraiment très, 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 très important de comprendre ça. Donc voilà, votre principal levier d'amélioration, ça va être de prendre du risque, mais pas sous la forme levier, ça va être sous la forme d'agressivité dans votre trading, en ayant conscience que sauter et mettre le curseur tout de suite la barre tout en haut en ayant un trading ultra agressif comme moi, ça n'est pas bon, puisque ça se paiera au prix d'un trop faible taux de réussite qui vous mettra dans la zone rouge. D'accord ? Voilà donc la leçon que vous aviez à apprendre aujourd'hui. On va évidemment parler de 2 derniers éléments avant de terminer la partie de présentation. La première, c'est ce que je vais vous donner, le max drawdown, c'est-à-dire la perte maximale que vous pouvez vous autoriser sur un actif. Vous ne devez pas, en aucun cas, surpasser 10%. Au-dessus de 10%, vous êtes mort. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que pour qu'une occurrence statistique puisse fonctionner, il faut au minimum... Il faut beaucoup de lancers. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous prenez un dé à 6 faces, si vous le jetez, quelle est la probabilité d'avoir un 6 ? 1 sur 6. Si vous venez d'avoir un 6, quelle est la probabilité d'avoir un sur 6 ? D'avoir un nouveau 6 ? C'est toujours 1 sur 6. Si vous jetez 100 fois les dés et que vous faites 100 fois un 6, quelle est la probabilité d'avoir un 6 ? Là, elle est très faible. On est d'accord ? Parce qu'une occurrence statistique ne tire son bénéfice que si on jette beaucoup les dés. Donc, si vous risquez 10% sur un trade, ça veut dire que vous pouvez subir 10 pertes d'affilée avant de cramer votre compte. Encore une fois, 10 pertes d'affilée, ça peut arriver. Mais ça a beaucoup moins de chances d'arriver que si, par exemple, vous risquez 30% sur un trade. Là, en 3 pertes consécutives, vous êtes mort. Autant vous dire, si vous êtes déjà amusé à jouer à la roulette dans un casino, vous savez que 3 suites d'un coup, ça peut arriver très 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 facilement. 10, ça arrive aussi. Moins souvent, mais ça arrive sans problème. Donc le principe, si vous dépassez 10% de risque sur un trade, vous serez mort. Inévitablement, parce qu'il y aura un jour où vous prendrez les 3 pertes de suite et vous aurez cramé votre compte, et malheureusement, vous n'aurez pas eu le temps de vous construire l'expérience suffisante pour gérer le risque que vous aviez pris. D'accord ? C'est tout simplement. Donc 10%, même si vous avez le plus petit compte du monde, vous ne pouvez pas risquer plus de 10% sur un trade. Sinon, c'est complètement hors d'un contexte de trading, c'est vraiment du gambling. Mais alors du gambling complètement débridé, c'est comme je vous dis, dans ce cas-là, pourquoi vous emmerder à apprendre le trading, construire un scénario de trading, passer des heures devant un écran, ingurgiter des informations ?
allez au casino, jouez à la roulette, rouge ou noir, c'est pareil. Sauf que là, vous aurez la réponse en moins de 30 secondes, vous n'aurez pas à vous pourrir le cerveau, à suivre vos trades, à faire de l'overtrading, à vous bouffer la santé. Voilà, si c'est du gambling qui vous intéresse, allez jouer à la roulette, c'est beaucoup plus intéressant que le trading. Vous faites des paris sportifs, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ne venez pas en trading. Vous allez vous générer un stress inutile pour arriver au même résultat final qui sera que vous perdrez probablement votre capital. Donc c'est complètement stupide de souffrir en plus de perdre de l'argent. Autant aller vous faire plaisir, aller au casino, passer une bonne soirée. Et là, au moins, vous aurez profité de votre perte de pognon. Donc voilà. Le max drawdown, 10%, c'est si vous allez au-dessus, vous êtes complètement out de tout ce que je peux autoriser. Et déjà, 10% pour moi, c'est énorme. Moi, je risque jamais plus de 2,5% sur un trade. D'accord ? Il faut que vous compreniez ce que ça sous-entend. On est bien d'accord. C'est-à-dire que moi, en ne risquant que 2,5% sur un trade, il me faut 40 échecs pour cramer un compte. Ça n'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais 40 échecs. Moi, j'en bouffe 3, 4, 5 de suite, grand maxi. Et c'est vraiment quand je suis dans une énorme série noire. Et ça arrive, hein, ça arrivera toujours, comme je vous dis. Moi, je vous recommande ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'utilise, c'est 2,5% de drawdown. C'est-à-dire que tout trade qui dépasse 2,5% de ma bankroll en perte, il dégage, point barre. Ça veut dire que je me suis trompé, que j'ai soit mal géré mon risque, soit que j'ai mis trop de levier, mais en tout cas, j'ai chié sur un des curseurs. Donc, j'ai probablement mis un curseur dans la zone rouge, sans m'en être rendu compte, parce que moi, comme tout le monde, je fais encore des erreurs, hein, rendez-vous compte, j'en fais, souvent. Mais le principe de gérer ce max drawdown, c'est que justement, ça vous évite la connerie. C'est-à-dire que dès que vous perdez 2,5%, vous ne vous posez pas la question, le trade, il dégage. Et ensuite, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous avez mal fait et à l'erreur que vous avez commise, et il y en aura toujours une qui vous mettra dans le rouge. C'est toujours une de ces raisons-là qui fera. C'est-à-dire que soit vous avez tradé comme un gland, moi je me plante rarement ici, mais moi ça m'arrive de me planter ici, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris un trade mais complètement hors gestion du risque, parce que en fait j'ai tradé complètement contre tendance et j'ai complètement ignoré des signaux dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, j'ai commis une erreur technique qui a abaissé mon taux de réussite et qui m'a mis carrément dans la zone rouge. Et à partir de là, voilà. Vous dis, si vous mettez un curseur dans la zone rouge, c'est pas grave. Ça vous rappellera à l'ordre une fois de temps en temps, et c'est pas très grave. Tout le monde commet des erreurs. Si vous mettez 2 curseurs dans le rouge, vous commencez à être à être beaucoup dans la merde. 3 curseurs dans le rouge, vous êtes fini, vous durerez pas plus d'un mois. Voilà. Et 4 curseurs dans le rouge, le 4e curseur dont on va finir de parler, c'est celui-là. Les montants mis en jeu, parce que ça, malheureusement, c'est un truc dont on vous parle très peu, et qui, malheureusement, paradoxalement, est pratiquement un des plus importants. On vous parle toujours du money management. Les 3 trucs que je vous ai dit là, vous pourrez franchement les retrouver un peu partout sur Internet. Je ne pense pas avoir inventé le feu à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un dernier aspect qui vous est totalement inhérent. Vous ne le contrôlez pas. Ça vous a été inculqué dans votre plus jeune âge. Ça vous a été bourré dans le cerveau quand vous étiez en phase éducative. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous aurez extrêmement de mal à changer, puisqu'en fait, votre rapport à l'argent, très généralement, ça fait partie de votre subconscient, de votre perception globale du monde. C'est une chose que vous ne changerez pas à moins de faire une psychothérapie, voire à limite psychiatrie. Hein. Voilà. Donc, c'est quelque chose à laquelle, c'est justement un des aspects de la gestion du risque que vous pourrez le moins gérer. Donc, encore une fois, le truc, c'est de comprendre les réactions que vont générer les problèmes liés à cet aspect-là du rapport de l'argent et des montants mis en jeu. Je vais vous donner des cas très pratiques. Alors, encore une fois, c'est réducteur ce que je vais dire, mais c'est tout simplement l'occurrence statistique. Ça ne veut pas dire que je ne vise pas spécialement ces gens-là. Mais c'est prouvé que si vous avez une éducation plutôt catho, c'est-à-dire vos grands-parents faisaient tout pour que vous alliez sur un catéchisme, machin, truc bidule, vous allez avoir un rapport à l'argent assez malsain, c'est-à-dire qu'on vous aura inculqué dès votre plus jeune âge que gagner de l'argent facilement et rapidement, c'est pas bien. D'accord ? Que c'est le mal, et ça, malheureusement, ce sera ancré au plus profond de vous, et vous ne pourrez pas faire grand-chose contre ça. C'est mon cas. Maintenant, il y a des degrés différents. Voilà. Moi, je sais que j'ai un problème avec mon rapport à l'argent, c'est-à-dire que moi, au-dessus d'un certain montant, mon inconscient travaille contre moi, malgré moi, parce qu'encore une fois, votre inconscient, vous ne le contrôlez absolument pas. C'est un biais, moi, sur lequel j'essaie de travailler depuis des années, et je vous dis, ça prend vraiment des années. Mais voilà, moi j'ai conscience de ce truc-là, c'est ma marge de progression aujourd'hui, j'essaie de travailler là-dessus, mais encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Donc le principe, ça va être de toujours être en accord avec vos principes, en essayant de les rendre les plus conciliants possibles avec un trading gagnant. C'est-à-dire que le principal problème, ça va être de rentrer dans les phases de déséquilibre, c'est-à-dire je ne gagne pas assez,
C'est-à-dire que vous avez une tellement haute estime de vous-même que vous vous dites bah, je gagne clairement pas assez, je mérite de gagner plus. Par rapport au travail que je fournis, la quantité énorme de travail, c'est pas normal que je génère que 500 euros de revenus par mois. Je devrais très logiquement gagner 4 ou 5 000 euros. Malheureusement, ça, c'est une énorme erreur. C'est-à-dire de vous dire je ne gagne pas assez par rapport au travail que je fournis, je mérite plus. Ça va vous inciter à avoir recours au levier, à l'augmentation artificielle de votre taux de réussite par un trading beaucoup trop risqué. Donc, faire attention à ce truc-là. Ok ? C'est malheureusement ce qu'on appelle l'excès de confiance. Voilà. C'est-à-dire que là, malheureusement, vous avez un rapport à l'argent débridé. Pour vous, l'argent, c'est facile à gagner. Il suffit simplement de tendre les bras. Malheureusement, en trading, ceux qui pensent comme ça, ils restent jamais bien longtemps. L'autre problème, comme je vous dis, c'est je gagne trop. C'est-à-dire, au bout d'un moment... Bon, alors, je sais, c'est hautement prétentieux, mais ça m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, je vous dis, je me suis rendu compte que je pervertissais mes stratégies malgré moi, parce que je gagnais trop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gains qui étaient engrangés me faisaient commettre des erreurs, tout simplement parce que les montants qui étaient mis en jeu étaient trop importants pour que mon émotionnel soit capable de les gérer. Autrement dit, je commençais à retrouver mes biais de trader débutant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'auto-sabotage, c'est clairement ça. C'est de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, dès que je commençais à avoir une grosse perte, parce que j'avais simplement augmenté mes montants, donc je gagnais plus, mais je perdais plus aussi, c'est logique. En fait, le fait de rentrer dans ces pertes, les montants devenaient hors de contrôle et me faisaient repasser dans les biais négatifs de débutant que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir des réactions émotionnel et non plus rationnel, c'est-à-dire que d'un coup la perte me dépasse et je sens tout de suite le principe de déni qui arrive, c'est-à-dire que je commence à refuser de voir des signaux acheteurs alors que le marché monte et je me dis moi je suis vendeur mais je ne vois pas les signaux acheteurs, je ne veux voir que les signaux vendeurs. Avec le temps, moi j'ai appris à repérer ces moments où je n'ai plus d'action rationnelle. En général, ça c'est pourquoi c'est parce que j'ai mis trop de levier, que j'ai atteint ma limite au rapport à l'argent. Et en fait, je perds trop en l'attend sur ce trade. Du coup, mon cerveau me protège contre la perte. Ok ? Donc ça, il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire que au-delà, en plus, le rapport que vous allez avoir à l'argent vous fixera une limite naturelle que vous aurez extrêmement de mal à dépasser. Donc, moi je vous dis toujours, le levier, il faut commencer avec 0 levier au début, pour des raisons évidentes que je vous ai données tout à l'heure. Il faut que vous puissiez survivre suffisamment longtemps pour avoir et vous construire une expérience digne de ce nom. Mais le levier, c'est quelque chose qui s'augmente progressivement. Parce que si vous vous dites, c'est bon, maintenant j'ai fait 6 mois, j'ai du trading gagnant, je vais passer d'un sous-levier à un levier appréciable pour gagner mon pognon, malheureusement, votre psyché, elle ne va pas suivre parce qu'il va y avoir un changement trop radical et vous allez immédiatement retomber dans les biais que vous avez pris du temps à corriger. Et c'est un problème que vous ne voulez pas, d'accord ? Donc faites attention à ce risque-là. Le rapport à l'argent, malheureusement, c'est un truc qui intervient beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ça vous concerne tous. Mais malheureusement, en fait, la plupart du temps, les gens ne survivent pas assez longtemps pour y être confrontés. Mais là, mon but, je vous coupe les gars, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci, mais je vous remettrai après. Voilà. Donc le principe, c'est ça. C'est que ce truc-là, si vous survivez assez longtemps, vous y serez confronté tôt ou tard. Tous les traders qui y sont confrontés, sans exception. Donc faites attention à ça. Anticipez-le. Maintenant, évidemment, vous n'y serez confronté que si vous survivez assez longtemps. Et évidemment, la plupart d'entre vous, quand même, ce ne sera pas le cas. Je suis navré de vous le dire, mais je préfère être franc. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne survivront pas à cause des erreurs que je viens de vous donner là. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des chances de réussir, évitez ou identifiez le plus rapidement possible les cas où vous allez vous retrouver dans cette zone rouge. Vous y irez malgré vous. Parce que c'est faire des erreurs et que, je vous l'ai dit, vous ferez des erreurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais encore une fois, le principe, ça va être de vous en rendre compte le plus vite possible et d'en sortir le plus vite possible de la zone rouge. Ok ? Voilà, moi j'ai fini la présentation. Maintenant, on va prendre les questions. Je vais donc remettre le micro de Tilt. Je crois qu'il peut se le remettre tout seul. Donc mon cher Tilt et qui d'autre on avait ? Et Tim. Voilà, remettez vos micros et j'attends vos retours de questions de l'émission. Yes, ça marche. Alors moi j'ai noté une question. Alors c'était Kissagram qui t'a demandé, je comprends pas le levier en 1, s'il y a moyen de préciser un peu. Ok, alors c'est exactement le même problème qu'on avait eu la dernière fois, donc on va le repréciser. Donc un levier de 1, c'est en fait tu exposes l'intégralité de ton capital à l'actif que tu trades. C'est tout simple. En fait, ce que ça veut dire, bête et méchamment, un levier de 1, ça veut dire que par exemple ton Bitcoin
Admettons, tu as 10 000 $ sur ton compte et le Bitcoin coûte 10 000 $ à l'instant T où tu vas placer ton trade. Si tu achètes un Bitcoin, tu t'exposes à un levier de 1. Ce levier de 1 sous-entend que si le Bitcoin perd 10%, ton compte perd 10%. Parce que le Bitcoin qui est à 10 000 va perdre 1 000 $, donc il sera à 9 000. Ton compte qui était à 10 000 va perdre 1 000 $. Tu perds exactement le même montant que l'actif que tu as tradé. Le même ratio. Voilà, une baisse de 10% sur l'actif, c'est une baisse de 10% de ton capital. Tu t'exposes exactement aux variations de l'actif. Ce qu'on appelle les leviers inférieurs à 1, c'est-à-dire les leviers que moi j'utilise sur tous les actifs volatiles, Bitcoin compris, je n'utilise pas un levier de 1 moi sur le Bitcoin, j'utilise un levier d'entre 0,1 et 0,5 quand j'ai la plus grande confiance. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que quand j'ai confiance dans un scénario Bitcoin, je suis exposé levier 0,5. Pourquoi? Mais parce que le Bitcoin est volatile. L'effet de levier, il doit être appliqué en fonction de la volatilité de l'actif que vous traitez. C'est pourquoi vous me verrez parfois mettre des leviers de 4, 5, 6 sur du Forex ou sur des tradings de bons, sur du rendement, sur de la dette, parce que ce sont des marchés qui varient très peu. Ce sont des marchés qui, sur une grosse journée, on va faire 1%, sur une très grosse journée. Voilà. Et une journée moyenne va faire du 0,30, 0,40, 0,50. Comparez ça à un Bitcoin qui vous fait du 7% en intraday et qui peut vous faire des 15% sur une journée, vous comprenez pourquoi je n'utilise pas du tout le même effet de levier. Et pourquoi en fait c'est même le même ratio qui est représenté. Parce que je vous dis le Bitcoin peut bouger jusqu'à 15%. Et je vous dis une grosse journée sur les taux c'est 1,50, même chose pour le Forex. Ben voilà, j'utilise un levier 5-6 maximum sur les taux et sur le Forex. J'utilise un levier maxi de 0,5 sur le Bitcoin parce qu'il y a ce même rapport d'1 pour 10, tout simplement. Donc plus votre marché est volatile, plus évidemment votre levier doit être réduit. Pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, parce que vous avez un max drawdown et que vous devez respecter un ratio risque-rendement. C'est-à-dire que votre stop ne doit pas être trop proche, parce que sinon vous prenez trop de risques, et en même temps vous devez respecter votre max drawdown qui fait que votre stop ne doit pas vous coûter plus que 2,5% ou 3% de votre capital avec un maximum à ne jamais dépasser de 10. Voilà. Voilà. Je pense avoir répondu à la question sur le levier. On en prend une autre? Ok, ça marche. Il y a Raph qui pose une question intéressante, je me suis posé aussi. Peux-tu expliquer ce que tu appelles trading sur cassure comparé au trading de tendance? Je fais du trading sur cassure de pivot avec suivi de tendance sur les actions. Où est-ce que je me situe sur ton curseur? Ok, bah alors pour moi tu te situes là, c'est-à-dire un peu entre les deux. Je vais vous expliquer très simplement, hein, d'accord? Donc là on va glisser, on va prendre un graphique pour avoir quand même un exemple. Là par exemple, voilà, on va prendre le S&P 500 là maintenant. Là par exemple, tu as un trading sur cassure, c'est-à-dire que tu achètes une résistance avant qu'elle cède. Pourquoi? Parce que tu as une structure graphique qui te laisse à penser qu'on va casser le truc. Parce que c'est toujours pareil, le trading sur cassure, on te dit toujours qu'on trade un actif quand il a cassé. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, tout le monde anticipe les cassures, et c'est ça qui coûte très cher. Parce qu'un trading sur cassure, là, tu mets ton stop ici, et tu vises un petit truc comme ça, là. C'est-à-dire que tu vas viser maxi la prochaine résistance, et tu vas devoir placer un stop là. Ça veut dire que pour gagner 1, tu vas risquer 3. Et comme je te dis, le problème, c'est que comme évidemment, tu vas naturellement tendre vers le biais qui va faire que tu vas vouloir plus de gains. Donc, quelle est l'erreur que tu vas commettre dans un trading sur cassure? Bah, tu vas anticiper les cassures. Et malheureusement, ça, c'est un truc qui va te coûter très très cher. Parce que là, le S&P 500, il travaille le niveau d'activation, il peut très bien se péter la gueule et te prendre le stop. Seulement, comme ton stop te coûte 3 pour 1, il faut que tu réussisses 4 scénarios sur cassure anticipés pour une seule perte et tu gagnes déjà pas grand-chose. Tu vois? Parce que si une seule perte t'efface 3 gains. Okay, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça pour moi que le trading sur cassure n'est pas viable, parce qu'il répond de par nature à un biais émotionnel dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fait que vous manquez de réussite et vous allez combler ce manque par un trading sur cassure qui vous procurera un grand taux de réussite, un meilleur taux de réussite, mais malheureusement comme une perte va effacer plus de 3 ou 4 gains, et qu'en plus quand il va y avoir perte, vous n'allez pas forcément laisser votre stop et vous allez rentrer dans le déni ou des trucs comme ça, négatif, voilà, pas bon. Donc trading sur cassure, moi je vous dis, ça n'a jamais fonctionné. Je ne connais aucun trader sur cassure en fait, à part des débutants. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ce truc-là. Donc voilà, il faut faire attention avec le trading sur cassure. Toi, ce que tu fais par contre, c'est un petit peu différent. Ce que tu appelles le trading sur cassure de niveau technique, je trouve ça par contre beaucoup plus viable. C'est effectivement ce que j'appellerais un mix entre le trading sur cassure et le trading en suivi de tendance. D'accord? Ça consiste simplement à suivre la tendance. Donc tu es bien sur un suivi de tendance. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas trader la cassure d'un niveau technique horizontal. Voilà. Moi, le danger du trading sur cassure, c'est que vous allez trader des obliques, des structures type comme là, épaule, tête, épaule, des trucs comme ça.
Malheureusement, moi, ces structures-là, je sais que généralement, on vous balade avec ces trucs-là, on vous fait croire un truc et puis on vous fait faire l'opposé derrière. Voilà. Donc, il faut faire gaffe avec ces structures-là. C'est très piégeux le trading sur cassure et c'est pas pour rien parce que le but, c'est justement de piéger les gogos qui tradent sur cassure. Maintenant, le trading sur cassure de niveau technique, c'est autre chose. Encore une fois, il suffit normalement de dire on a testé un niveau, on revient le tester et on y revient pour le casser. Normalement, ça passe la deuxième fois. Mais encore et toujours, il faut qu'il y ait une dynamique qui aille avec, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un momentum qui ne soit pas divers. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je défends toujours le trading en suivi de tendance, il n'y a pas de souci. Par contre, un suivi de tendance, il faut vraiment que ce soit très technique. C'est-à-dire que les stratégies en suivi de tendance doivent être extrêmement techniques et dans des cadres techniques très très bien réalisés. Bah, tout simplement parce que comme vous avez un ratio risque-rendement assez dégradé, la moindre erreur, évidemment, vous coûte quand même assez cher. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous tradez en suivi de tendance, ce que vous allez avoir, c'est généralement des ratios inférieurs à 2 pour 1, on va dire du 1,5 pour 1. Et le problème, c'est que du coup, une perte vous efface quasiment un gain. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que vous soyez bien, il faut vraiment que vous ayez préparé votre trade, et il faut surtout que vous ne sortiez pas du cadre de ces trades. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous amusiez à faire des TP partiels en cours de route pour une raison X ou Y. Là, vraiment, si vous avez des suivis de tendance, c'est vraiment j'entre au point A, je vise le point B, je stoppe au point C et je ne touche plus rien entre-temps. Voilà. Votre pire ennemi en suivi de tendance, ça va être de dire ah ouais mais là j'ai un nouveau risque donc je prends un profit partiel, je fais voilà. C'est l'erreur que font tous les traders en suivi de tendance, de se dire j'ai construit mon plan de trading, j'ai ma target, j'ai mon stop, mais en cours de route je perçois un petit risque et comme j'ai pas envie de laisser filer un gain, je prends mon gain en cours de route. C'est la pire des erreurs parce que vous êtes dans le biais dont on parlait tout à l'heure, vous limitez le gain. Vous limitez le rendement. Si vous limitez le rendement, vous faites mécaniquement baisser votre risque ratio rendement. Mais encore une fois, si vous avez fait votre analyse au début avec votre risque ratio rendement dans votre money management, intervenir en cours de route, c'est altérer votre gestion du risque. Ça ne peut se faire que sous des conditions très strictes. C'est-à-dire qu'il faut clairement qu'il y ait des signaux, des indicateurs. Ce n'est pas à vous de décider qu'il y a un risque et de dire je prends un TP parce que là je sens qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien. Si l'indicateur vous dit de prendre un TP, vous le faites. Si l'indicateur vous dit rien, vous ne faites rien. Sauf s'il y a une vraie raison de le faire. Voilà, on a fini pour cette question. Oui, alors il y a des gens qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on définirait un trading agressif? Voilà. Trading agressif, c'est moi. C'est trading agressif. Mais c'est vraiment technique. Hein. Voilà, le trading agressif, c'est moi. C'est le principe, c'est de se dire qu'on rentre à proximité du niveau avec un risque ratio rendement au minimum de 3 pour 1. En fait, pour moi, tout ce qui est au-dessus de 3 pour 1, c'est du trading agressif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous essayez de maximiser votre ratio risque-rendement. Mais évidemment, ça va toujours se faire au prix d'un stop toujours plus petit. Parce qu'évidemment, pour augmenter le gain, vous limitez le stop. Je vais prendre tout simple. En fait, imaginez-vous tout simplement, on va reprendre l'idée du curseur. Voilà. OK. L'idée du curseur, c'est de te dire que pour avoir un ratio risque-rendement de 3 pour 1, d'accord, ton stop est là, ta limite est là. Et encore, là, c'est au quart, 3 pour 1. Donc normalement, on va faire plus simple. Donc on va se dire moitié. Je suis fatigué ce soir. Donc moitié et le quart. Ok. Donc là, tu as grosso merdo, ici, c'est là que se situent plus ou moins les suivis de tendance. Légèrement au-dessus d'un pour 1, mais on n'est quand même pas un truc de ouf. D'accord. Là, tu as du 3 pour 1. C'est plutôt là où moi je me situe. Ici, j'appellerais ça un trading à haut risque. Là, un trading moyen à risque, mais plutôt, plus tu vas te rapprocher de 1 pour 1, plus tu seras sur du suivi de tendance, plus tu vas te rapprocher de 3 pour 1, plus tu seras sur du trading suivi de tendance agressif. Évidemment, quand tu es là, tu es sur du trading sur cassure, et comme je t'ai dit, tu es mal, quoi. Enfin, tu es mal, c'est pas bon, quoi. Donc ici, c'est vraiment pour moi la zone rouge. Voilà, donc la zone rouge, le suivi de tendance et avec plus ou moins d'appréciation en fonction de votre psychologie. Ça dépendra évidemment de votre aversion au risque dans la vie. Il y a des gens qui sont plus averses au risque que d'autres. Évidemment, si vous avez une tendance à l'aversion au risque, vous irez tendre naturellement vers un trading risqué. Et inversement, si vous êtes plutôt peureux dans la vie, vous aurez plutôt tendance à vous rabattre vers un trading à faible risque, donc plutôt à tirer soit vers là, en tout cas à vous rapprocher vers du 1 pour 1, quoi. Donc ce qu'on appelle un trading agressif, après c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que de se dire, moi j'identifie mon niveau d'invalidation. Par exemple, là je vous dis, regardez, si je devais shorter le S&P 500, où est-ce que je le ferais pour avoir le ratio risque-rendement que je recherche? Dites-vous que moi je dois placer ce curseur-là. Je me dis, où est-ce que j'ai une belle résistance? Là, on a bien breaké à la baisse, donc ici j'ai une grosse résistance. Voilà. Donc je me dis, c'est bien, je peux gérer mon risque vendeur ici. Ça veut dire que si je veux vendre, là-haut j'ai un stop à mettre.
J'ai un stop clair que je peux mettre ici parce que j'avais un cycle bear, on a breaké derrière, c'est une résistance. C'est aussi simple que ça. Là, j'identifie bien ma résistance. Donc je me dis, mon stop, il est là. Moi, c'est comme ça en fait que je construis mes scénarios de trading. Je commence par l'invalidation, combien elle va me coûter, où est-ce que je vais rentrer. Alors, je commence par l'invalidation, ensuite j'identifie la target potentielle. Moi, vous le savez, j'en place 2, ce qui fait que moi, je dis par exemple, là, j'aurai un premier niveau de validation en cassure de ce support pour aller retester celui-là. Ce sera donc mon TP1. Alors, pardon, on va le faire comme ça. Voilà. En gros, ici, c'est ma validation, c'est-à-dire que c'est le moment où, par exemple, je vais vendre là où j'aurai le risque ratio-rendement. Okay. La validation, c'est le moment où je vais abaisser mon stop, c'est-à-dire c'est le moment où je vais valider le fait que mon marché a trouvé son sommet, si je vends, ou son creux si j'achète. Là, j'aurai théoriquement mon TP1. Donc mon TP1, on va dire cassure du premier support, recherche du support inférieur, target numéro 1. Et je dirais dans ce cas-là une target numéro 2. Bon là je fais vraiment du bateau, mais voilà, je fais même pas d'analyse technique, c'est juste je vous donne un cadre, on n'est même pas en train d'analyser le S&P 500 là. Voilà. Donc target 1 TP 50%, target 2 TP final. Ça veut dire prix de revient final ici, d'accord, mon prix de revient moyen. Si je sors 50% de la position là et 50% là, le prix moyen que j'ai tiré sur la position, c'est la moitié entre les deux. On est d'accord, voilà. Donc là c'est mon prix de revient moyen, je vais le marquer en support, voilà. Donc c'est le prix sur lequel je sors, mon trade. Donc c'est le prix que je prends en référence. Là, c'est mon stop. OK? Donc vous vous dites, c'est ça, ma gestion du risque. OK? Là, un suiveur de tendance, s'il est baissier, il commencera à trader les cassures de support. Il aura un ratio d'1 pour 1. C'est-à-dire qu'il vendra la cassure de ce support avec un stop ici et il visera ce support. OK? Théoriquement, Moi, en trader agressif, je vais plutôt attendre qu'on monte parce que je veux un meilleur risque ratio-rendement. Évidemment, moi, j'aurai moins de trades déclenchés qu'un trader en suivi de tendance parce que des fois, le prix se déclenchera ici et ne viendra pas chercher mon prix. Moi, en tant que trader agressif, ce qui m'intéresse, c'est au minimum qu'on soit ici, voire qu'on soit en train de tester le niveau. Mais il faut comprendre que, évidemment, ça introduit un risque parce que si le marché va tester la résistance, c'est peut-être que le marché est plus acheteur que prévu. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il y aura moins de trades parce que les trades les plus simples n'iront pas chercher vos risques ratio-rendement. En gros, il y a tellement de vendeurs dans ce marché que ça chute avant d'aller chercher les risques ratio-rendement intéressants. Par contre, si on vient là, il y a aussi le risque que justement on vienne tester la résistance pour la franchir. Et dans ce cas-là, vous allez vendre un marché qui monte. Donc c'est vraiment mécaniquement, plus vous prenez de risques dans votre stratégie en termes d'agressivité, plus vous limitez le taux de réussite parce que vous augmentez la part de risque que tout simplement, le marché il monte chercher la résistance parce qu'il est haussier. Et dans ce cas-là, vous vendez un marché qui monte. Et vous serez contre ta tendance. D'où l'intérêt, quand on est agressif, de très 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 bien gérer son risque et le fait d'avoir un respect en tout point de la stratégie. Voilà. Moi, je me permets d'avoir un trading risqué parce que je gère mon risque de façon très très propre. Je construis très bien mes scénarios, j'ai de l'expérience, mes indicateurs sont là pour me rappeler quand je fais des erreurs, quand je sors un peu des règles, et évidemment, les indicateurs sont là pour me donner des signaux de qualité. Mais c'est tout. Voilà. Je peux me permettre un trading agressif uniquement parce que, justement, je prends les dispositions derrière pour que ce trading agressif ne se fasse pas au prix d'un faible taux de réussite. Ce qui me permet d'augmenter mon taux de réussite en ayant tout de même un trading agressif. Alors après, il faut que vous soyez conscient. Moi, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me reprochait ça tout à l'heure. Je ne me souviens plus de son prénom, mais il se reconnaîtra. Qui me disait, par exemple, la Phil, dernièrement, il s'est planté sur tous les scénarios. Parce que c'était que du trading agressif et anticipatif et que du trading contre-tendance. Donc, comme je vous dis, contre-tendance et agressif, je sais que j'ai un faible taux de réussite. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. Parce que je le fais à quel prix? Au prix d'un levier très faible. Moi, je place toujours mes curseurs. C'est pas compliqué. Je peux m'autoriser d'en avoir un dans le rouge quand j'ai absolument envie de trader. Comme par exemple, là, le Bitcoin, dernièrement, j'ai pris quelques petits achats contre tendance parce que j'avais envie de trader le Bitcoin. Mais je savais pertinemment, et c'est ce que je vous disais dans toutes les émissions, il ne fallait pas, le plus rationnel à faire, c'était de ne pas toucher le Bitcoin et d'attendre qu'il vienne chercher les résistances. Moi, j'ai fait le choix d'acheter, mais encore une fois, comme je prenais un risque sur le taux de réussite parce que contre-tendance avec un trading agressif, inévitablement, ça a augmenté mon risque. Donc comme mon risque il augmentait ici et que mon taux de réussite était assez faible sur ces trades, je mettais très peu de levier. Je compensais l'entrée ou le rapprochement de la jaune rouge par un très très faible effet de levier, tout simplement. Ok? On est bien d'accord. C'est une gestion du risque, pure et simplement.
Et c'est ça qui fait la différence entre un joueur et un trader. Moi, j'ai peut-être fait le malin contre tendance, mais encore une fois, je vais prendre l'exemple du Bitcoin après, mais si je reprenais l'exemple ici, voilà, d'ailleurs, de toute façon, je peux le prendre, hein, je l'ai fait. Le S&P 500, quand je l'ai vendu ici, je l'ai vendu avec confiance. J'ai mis un levier de 1 à la vente. Je vous l'ai annoncé sur Twitter. Je vous l'ai dit, si tout le monde était boule, je vous ai dit, moi j'emmerde le consensus, j'ai des signaux vendeurs, je vends. Et je vends avec un levier 1 et j'ai posé mes couilles devant tout le monde. Donc voilà, hein, comme je vous dis, ça, il n'y en a pas beaucoup des traders qui font ça. Moi, je l'ai fait pour le coup. J'ai préféré annoncer mon truc. Évidemment, tout le monde m'en serait tombé dessus si le marché était monté. Tout le monde m'aurait dit, wow, mais il a vendu, Phil, il a encore fait n'importe quoi. Voilà. Personne de chez personne ne venu me féliciter quand je les ai encaissés tout en bas, mes gains. Personne. Donc ça, c'est toujours pareil. On a toujours des gens qui sont là pour vous critiquer, mais encore une fois, quand on réussit, j'avais personne. Donc ça, c'est un biais naturel du milieu du trading qui me fait toujours bien rigoler, mais c'est comme ça. Bref, donc le principe, c'est de vous dire, moi, quand je vends et que j'ai une conviction, je mets du levier. Pourquoi ? Parce que j'ai bien géré mon risque, j'ai bien cadré ma stratégie, j'ai tout fait pour mettre un bon taux de réussite dans mon cadre, j'ai bien géré mon risque ratio-rendement, j'avais clairement un niveau d'invalidation assez agressif, mais il était là. J'ai mis un effet de levier tout simplement parce que j'avais un très faible niveau de risque. J'invalidais tout simplement si on pétait la résistance. Donc en rentrant là avec un stop là, ça me coûtait vraiment pas cher de rester dans mon max drawdown. Donc j'ai pu me permettre de mettre du levier. Ok ? Et je n'ai tradé que parce que j'avais des signaux vendeurs. Encore une fois, je ne trade pas au pif, je ne trade pas au doigt mouillé en me disant là je sens bien que ça va monter ou que ça va baisser. Non, je tradais parce que j'avais des signaux qui corroboraient mon scénario. J'avais un cadre technique, j'avais tout ce qu'il fallait. Après, encore une fois, le reste, ça appartient au marché. C'est pas moi qui a décidé, c'est pas moi qui ai fait baisser le S&P 500 ici. C'est juste que le S&P 500, il a respecté ma gestion du risque. Il aurait très bien pu m'invalider, mais encore une fois, l'invalidation m'aurait rien coûté. Par contre, le gain, lui, il a été assez intéressant. Ok ? Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour faire la parallèle avec le Bitcoin, quand il a baissé, à chaque fois, je le vendais avec du levier. Enfin, avec un levier bien plus fort que quand je l'achetais. C'est-à-dire que, si vous comprenez le principe, il suffisait que je réussisse une vente pour me permettre d'échouer 5 à 10 trades contre-tendance derrière, en gardant toujours un gain résultant. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous ayez gagné du pognon. Donc moi, je pouvais me permettre de prendre un risque contre-tendance à prendre des petits achats sans levier. J'avais pris tellement de gains avec les ventes avant que je pouvais me permettre de faire le guignol. Je ne serais jamais rentré contre-tendance sans avoir pris des gains à la vente avant. Je ne prends du risque qu'avec le pognon que j'ai déjà gagné. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est un money management très intéressant que seuls les traders professionnels pratiquent. C'est que moi, je ne m'autorise à prendre du risque dans certaines mesures que si j'ai déjà pris les gains sur ce même marché. C'est-à-dire que je finance mon risque par les gains précédents. Ok ? Et ça, c'est un truc dont on parlera dans d'autres émissions, parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Donc on va prendre une autre question, et après, je vous laisserai donc une séance de questions ouvertes. J'ouvrirai les micros pour ceux qui veulent parler. Vous nous ferez signe dans le Discord. Il y a iVolt qui te demande ce que tu fais quand tu as un scénario de validé. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier quand ton scénario vient de se valider? Alors, pour moi, le scénario, ça se déroule souvent, majoritairement, en termes d'étapes comme je vous ai fait là, c'est-à-dire des étapes dans lesquelles je vais agir. Pour moi, ces étapes sont simples, une validation, une target, un stop. D'accord ? Donc, en fait, point d'entrée. On va dire, admettons sur le S&P 500, il vient chercher mon point d'entrée ici sur cette résistance. Je vends avec mon stop ici, mon ratio de 3 pour 1, on est bien d'accord ? Et à partir de là, il va y avoir différentes étapes dans mon trade. La première étape, ce sera validation, c'est-à-dire revenir tester et casser un support. D'accord ? Donc, revenir tester. Je pourrais définir ce support-là comme validation, si tu veux. Ça, c'est à moi de voir. Je pourrais dire, si on casse ce support, qu'on vient tester le support suivant, ça me suffit. Donc, par exemple, je pourrais me dire, ma validation se met en place ici. En plus, moi, généralement, quand je rentre, je mets une validation quasi équivalente au niveau de stop. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà. Pour moi, le principe, en gros, c'est de se dire, là, éventuellement, on va constituer un support, venir chercher ma résistance. Ma validation, ce sera le refranchissement baissier de ce support-là. Ok ? Et ça prend généralement la même taille que mon stop. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, admettons, on spécule, hein, encore une fois, je vous dis, je ne fais pas une analyse du S&P 500, là, ce n'est pas du tout le scénario que j'ai envie de faire. Hein. Mais voilà, on fait un exemple de trade avec ce qu'on a là. Donc, le principe, ce serait remonter ici. D'accord ? Ensuite, soit ça vient péter l'invalidation, tout simplement, hein,
Soit ça peut monter un peu et ça retombe, ça c'est pas grave, encore une fois. Vous êtes rentré, le but c'est spéculer sur un bon prix, et après le marché peut quand même aller chercher un peu plus haut que vous. Hein. On n'est jamais toujours miraculeux, ça m'arrive de choper les sommets au pic près, mais c'est de plus en plus rare en fin de tendance. Hein, voilà. Donc il y a ces schémas-là. Le schéma, on va dire, du perfecto, c'est-à-dire vous avez direct chopé le bon prix et on vient chercher la validation. Ça arrive, c'est cool, c'est très confortable hein, quand ça se produit comme ça. C'est-à-dire vous vendez le point haut, pouf, le marché vient direct valider votre trade, vous êtes tranquille. Il se passe quoi? Moi, quand on vient chercher le niveau de validation, c'est-à-dire quand on casse un support et qu'on arrive à chercher le support suivant, généralement, ce que je fais, c'est que mon stop, je l'abaisse au niveau du plus haut qui a été fait. Donc, si on était allé plus haut que mon prix d'entrée, le stop, je l'abaisse là. Si j'ai trouvé le best price, je suis déjà quasiment break-even, c'est-à-dire que je ne suis pas encore risque zéro, mais je risque quasiment plus rien. En gros, je suis rentré là, j'ai un stop qui me coûte quasiment plus rien. Dans ce cas-là, quand j'ai ce genre de trade, je me permets de faire un renfort ici. C'est-à-dire que comme mon risque est déjà quasi nul, je renforce la position, j'augmente le levier. Toujours pour les mêmes raisons. Pourquoi j'augmente le levier? Simplement parce que d'un coup, mon risque a été sévèrement diminué, mon rendement il n'a pas bougé, donc je peux me permettre d'augmenter mon levier uniquement parce que j'ai abaissé le niveau de risque. Tout simplement. Je ne renforce que quand mon stop est abaissé. Je ne renforce jamais avant. Donc voilà, par exemple, parmi les étapes, le plus safe, c'est simplement vous rabaissez le stop, vous avez réduit le risque, et puis vous laissez le reste du scénario se dérouler. C'est-à-dire la validation, c'est bien, ça vous permet d'abaisser le stop, et ensuite vous ne faites plus rien. Et ensuite, il y a d'autres options. Soit le marché remonte, vous pète le stop, mais dans ce cas-là, ça ne vous coûte plus rien. C'est-à-dire la perte, franchement, elle est marginale. Option numéro 2, on vient chercher sous le niveau de validation. On remonte, mais on ne te pète pas le stop. Ça continue. D'accord? Mais dans ce cas-là, ce scénario-là, tu t'en fous. Voilà. Le but, c'est de laisser le scénario se dérouler. Si tu viens ici, ça remonte et tu te dis « Ouais, non, c'est con. Bon, alors, je prends le petit gain que j'ai avant de me faire stopper. » Non, tu sors du cadre du scénario, tu fous la merde dans ton money management, tu ne respectes pas les stratégies. Option numéro 3, ça baisse, impeccable. On vient chercher la target numéro 1. À ce stade-là, tu fais quoi? Break-even. C'est-à-dire que là, tu mets même un stop-win. C'est-à-dire que tu passes en stop gagnant. Et de toute façon, tu as déjà encaissé 50% de ton trade. Et si ça remonte, tu rencaisses un petit gain latent. Mais encore une fois, tu laisses toujours la marge suffisante au prix pour travailler. Parce que le prix, il ne va jamais du point A au point B. Il y a toujours des pullbacks. Et si tu fais malheureusement abaisser ton stop trop vite, tu augmentes ton risque. Et tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux jamais te retrouver en zone rouge. Donc il faut toujours garder ton stop suffisamment loin, là où le marché techniquement ne peut pas l'atteindre. Et tu la baisses progressivement. Le stop ne doit intervenir qu'en cas d'invalidation du scénario. Encore une fois, si votre stop intervient parce que les prix sont remontés, c'est une mauvaise gestion du risque. Le stop, c'est l'invalidation. Donc, si target number 1 est arrivé, normalement, il doit y avoir même pas 2 à 3% des scénarios où derrière, on va chercher votre stop. Normalement, si la target 1 est atteinte, généralement, vous êtes tranquille, vous abaissez un peu le stop, puis vous attendez la target numéro 2. Voilà. Et dans ce cas-là, ici, vous laissez faire le marché. Il peut remonter, il peut ranger pendant très longtemps et vous allez vous dire non, derrière, il va me péter le stop. Surtout, ne rien changer, bon sang. Votre stratégie, elle est basée sur le fait qu'on vient chercher votre TP2. Et encore une fois, si vous prenez votre TP2 au même endroit que le TP1 parce que vous trouvez que la consolidation a duré trop longtemps, il se passe quoi? Il se passe que votre support, c'est-à-dire votre prix de revient moyen, il vient passer de là à là, ce qui fait que vous avez diminué votre rendement, vous avez tiré votre curseur vers le bas. Et encore une fois, vous ne voulez pas faire ça. Vous pouvez le faire marginalement. Encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle de la gestion interne à un trade. C'est-à-dire qu'en cours de trade, il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que vous ayez à remettre en compte la stratégie. Mais ça ne peut se faire que dans des cadres très précis. Autrement dit, si vous avez des signaux exit et que vous êtes à la vente et que vous avez des exit acheteurs, là vous vous dites quand même, ouais ok, il serait peut-être temps de gérer mon risque. C'est-à-dire si mon TP1 n'a pas encore été fait, je vais peut-être le déclencher plus tôt que prévu si j'ai des exits. Voilà. Ou des TP validés. Mais que si vous avez des trucs comme ça. Ça ne doit jamais être fait au doigt mouillé ou vous dire là je perçois un risque, je sors. Non, voilà, jamais. Ou même pas se dire je perçois un risque, allez j'encaisse 50% pour être tranquille. Il ne faut surtout jamais faire ça. Vraiment. Voilà. Et donc après, il y a un autre cadre de money management, on va en parler juste après parce que je sais qu'il y en a qui vont poser la question, ce que j'appelle le stop payé. La stratégie du stop payé, c'est une autre gestion du risque que j'applique dans un cadre particulier qui sert en fait à contrecarrer un des biais naturels dont on a parlé, quand je sais que j'ai un faible taux de réussite, d'accord ? C'est-à-dire que la probabilité d'atteindre mes targets, elle est assez faible, d'accord ? Donc dans ce cas-là, je vais avoir une stratégie un petit peu plus agressive en termes de money management, qui va être le même point de départ, même prix d'entrée,
même niveau de validation, même target, nanana. La différence, c'est qu'en fait, je me sers de mon niveau de validation comme un TP1. C'est-à-dire, je me dis, le marché, généralement, il va venir tester la validation. Si j'ai bien fait mon boulot, 90% du temps, il viendra chercher la validation de mon scénario. 10% du temps, il m'invalidera. Mais c'est même plus que ça, hein, je vous le dis, l'atteinte du niveau de validation, j'ai un taux de réussite plus proche de 93-95%. Ça veut dire qu'en gros, il y a un trade sur 20 où je me fais péter l'invalidation d'entrée de jeu sans qu'on ait venu tester la validation. Okay, entre guillemets, je rentre ici sur mon trade, 5% du temps, ça fait ça va direct me péter la résistance, je l'ai dans le cul, je prends une perte sèche, c'est comme ça, j'ai joué, j'ai perdu, hein. En même temps, le trading reste une part de jeu. 95% du temps, on revient d'abord tester mon niveau de validation, mais là, je ne le place pas sous le support, je le place sur le support. C'est-à-dire, en gros, je dis, on vient tester ma résistance, je rentre, et sur le support, je vais payer mon stop. D'accord ? Ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je rentre ici, et arrivé ici, je prends 50% de la position, en tout cas, le montant qui est nécessaire pour me financer mon stop. C'est-à-dire qu'en gros, si ma validation, elle est aussi loin que mon stop, je prends 50% de la position. Est-ce que vous comprenez le principe ? Parce que du coup, en arrivant ici, j'ai encaissé 50% de mes gains, il me reste 50% de la position en cours, et si le prix vient chercher l'invalidation, je ne perds rien, puisque le stop est payé par le gain. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je mets de façon conjointe ma validation et ma target numéro 1. Par contre, ma target numéro 2, elle reste là où elle est. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je limite mon exposition au faible taux de réussite, qui fait que, comme il n'y aura que 5% des cas où je vais me prendre la perte sèche, 95% du reste du temps, je ne perds rien. Je prends un risque, certes, mais je prends le risque de ne rien perdre pour 95% des cas, puisque la plupart du temps, on viendra chercher ma target 1. Derrière, mon stop est payé, et si le marché va me le dégommer, je m'en fous. J'ai rien perdu. J'ai pris un risque, mais sans prendre le risque de perte financière derrière. Ok ? Mais ça, par contre, c'est une stratégie qu'il faut quand même un peu d'expérience pour la maîtriser. Et je vous dis, moi, je ne l'applique que dans les cadres où, par exemple, contre-tendance, je vais appliquer très souvent ce cadre-là. Ce genre de truc. Parce que quand j'induis un risque, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diminuer le risque de perte mécaniquement en utilisant cette stratégie-là. Par contre, la target 2, elle doit rester plus loin. Mais évidemment, comme je vous ai dit, le fait de diminuer le risque, parce que cette stratégie-là, elle prend moins de risques. Le fait de diminuer le risque, mécaniquement, ça diminue le rendement du trade. En n'appliquant pas la stratégie de stop payé, j'aurais pu tirer ça en prix de revient moyen. En utilisant la stratégie stop payé, je réduis mon gain. Mais j'ai réduit considérablement mon risque également. Voilà. Allez, peut-être une petite dernière pour la route, et après on fait une séance de 5 minutes de questions ouvertes et d'échanges pour ceux, s'il y en a qui ont envie de prendre le micro et de parler un peu. Moi, Attends, avant de me poser la question, je vais aller me chercher un verre d'eau. Je sens que ça travaille à la gorge. Allez, super, je vous écoute. Une dernière. Qui veulent savoir ton parcours, mais c'est hors money management. Ouais, on parlera pas de ça dans le money management. Ouais. Ok, j'en aurais peut-être une petite alors. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi du stop de volatilité ? C'est un petit peu en liaison avec le money management. Moi je l'utilise. Alors, qu'est-ce que tu appelles stop de volatilité ? Qu'on soit sûr de parler de la même chose. Au niveau de l'indicateur ATR, volatilité. Ok. Et en fait, je le mets en x3 ou x4, ça dépend. Si je veux prendre de la marge, je le prends en x5. Si je veux être normal, je le prends en x3. Ouais. Si je veux l'avoir plus serré, je le fais mieux. Alors, tout à fait. Moi, c'est une stratégie que j'ai pratiquée pendant un moment. C'est pas celle que je pratique aujourd'hui, mais je la comprends tout à fait et c'est viable. Si tu veux, j'ai pas de contre-indication à te donner à ce niveau-là. Pour l'avoir pratiquée, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. C'est une des méthodes les plus simples d'ailleurs que vous pouvez appliquer. Si vous êtes débutant et que par exemple le money management et la gestion de votre stop vous posent problème, c'est une des meilleures façons de gérer ce problème, de faire face à ce problème, d'utiliser ce que vous avez dit, c'est Tim, ou je ne sais plus qui c'est qui parlait là. Non, c'est Tilt. Voilà, vous pouvez utiliser cet indicateur qu'on appelle l'ATR, d'accord, qui se calcule de façon très très simple. Hein, d'accord, l'ATR, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il calcule la valeur la plus haute il cherche la valeur la plus haute entre le plus haut, le plus bas du chandelier, ou le plus haut du chandelier et la clôture du jour précédent, au cas où il y ait des gaps entre les bougies. Enfin bref, il cherche l'amplitude de balayer, l'amplitude de prix la plus grande sur les journées, et il en fait une moyenne sur X périodes. Moi, je vous recommande d'utiliser l'ATR 50 périodes,
d'accord, qui vous donne une bonne représentativité de la volatilité intrinsèque du marché que vous êtes en train de trader. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez vous servir de la valeur de cet ATR. Là, par exemple, actuellement, c'est à 8,70 points de S&P 500, puisqu'on regarde le S&P 500, et vous allez gérer votre risque en fonction de ça. C'est-à-dire que des trades où vous allez avoir une très forte confiance et vous voulez avoir un ratio risque-rendement agressif, d'accord, donc supérieur à 3 pour 1, vous allez vous dire, par exemple, là, je vais risquer 2 ATR, c'est-à-dire mon stop sera de, grosso merdo, 16-17 points, avec 2 S&P 500. C'est-à-dire vous allez rentrer là et vous allez vous dire, 2 ATR, c'est 16-17 points de S&P 500, ça me fait un stop, voilà, par exemple, ici, à 2715. Vous autorisez le prix de bouger de 2 amplitudes moyennes au-dessus de votre truc. Okay, c'est une des gestions du risque potentiel. Il y en a une autre qui peut être utilisée, c'est ce qu'on appelle la déviation standard. Ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous utilisez la déviation standard, c'est ce qui est utilisé pour calculer les bandes de Bollinger, par exemple. Mais c'est un peu le même principe que l'ATR, voilà, si vous voulez. Vous pouvez utiliser cette chose-là, et tout simplement, le principe est le même, c'est-à-dire que vous savez que la volatilité implicite du marché actuellement, elle est de l'ordre de temps, et vous allez la multiplier. Plus vous allez vouloir moins vous voulez prendre de risques, plus vous allez multiplier. Voilà. Si vous voulez peu de risques de vous faire pécho votre stop, vous prenez 3, 4, 5 fois l'ATR. Et oui, STD, Standard Deviation, c'est l'écart type. Voilà. Et donc voilà, plus vous allez prendre de multiples de l'écart type ou de la standard ou de l'ATR, plus vous allez évidemment avoir un stop lointain et un faible pourcentage de chance de vous faire stopper, donc un taux de réussite augmenté. Mécaniquement, vous aurez compris que ça diminue, que ça diminue le risque, ça diminue également le rendement. D'accord ? Puisque plus vous allez éloigner votre stop, plus vous détruisez le ratio risque-rendement. Donc c'est toujours pareil, c'est des curseurs à placer. C'est des curseurs de money management. Pourquoi je vous ai mis ces curseurs ? Parce que tout le monde est différent. Et on terminera là-dessus pour la séance de questions. Personne ne doit appliquer le même money management qu'un autre. Si vous vous amusez à copier le money management de votre voisin dans le chat parce qu'il vous dit « moi je gère comme ça et moi je fais comme ça et ça marche », pour lui, ça ne marche pas pour vous. Vous êtes deux personnes différentes et le money management, il doit s'appliquer à votre psychologie. Comme je vous l'ai dit, il y a le rapport à l'argent que vous ne maîtrisez pas et vous n'avez clairement absolument aucune chance d'avoir le même rapport à l'argent que votre voisin. La deuxième chose, c'est l'appréciation au risque, c'est-à-dire votre sensibilité au risque. Ça aussi, ça fait partie de votre éducation. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Et à moins que vous soyez jumeaux, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser le même risque ratio-rendement, enfin le même gestion du risque que votre jumeau, mais sinon vous avez très peu de chances de pouvoir utiliser la même que celle d'un autre, tout simplement parce qu'elle doit vous être adaptée. Et ensuite, voilà, tout ça, tout simplement, ces trois facteurs-là, ils sont humains. L'expérience, tout le monde a une expérience différente. C'est pas parce que vous avez tous les deux 6 mois d'expérience en trading, il y en a un qui va probablement progresser plus vite que l'autre. Donc votre niveau d'expérience n'est pas le même. Il n'est pas dépendant, il est majoritairement dépendant du temps que vous allez passer, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des appréciations personnelles. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Il y a la gestion du risque, votre appréciation personnelle au risque. Tout le monde va en avoir une différente. Et encore une fois, le rapport à l'argent, tout le monde en a un différent. Allez, on a fini pour la question. Donc, s'il y en a un ou deux d'entre vous qui ont envie de se faire une petite question-réponse en direct, il n'y a pas de souci. Vous demandez au modo de désactiver votre blocage de micro si vous êtes bloqué. Et vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. On se fait donc 5-10 minutes maxi là, de questions-réponses. Ça fait déjà 1 heure d'émission, donc on ne va pas trop traîner non plus. Bon, bah, si personne n'est chaud, on ne va pas s'embêter. On va s'arrêter là. Non, mais c'est... Ouais, mais après, je sais qu'il y en a pour la plupart, déjà, vous n'avez pas de micro. Donc, évidemment, c'est vrai que ça ne simplifie pas les choses. Donc, allez, peut-être une dernière question. Alors, le parcours, je vous ai dit, les gars, j'essaie de lire les questions, du coup, là. Le parcours, on en parlera éventuellement, mais hors enregistrement, ça ne sert à rien. Là, le but, c'est qu'on ait vraiment un enregistrement pédagogique qui traite du money management, du money management. Mon parcours, ça n'a rien à foutre là-dedans. Il y a un mail qui te demande, j'aimerais savoir quel pourcentage tu accordes à l'analyse fondamentale. 0. Je parle essentiellement concernant la crypto-monnaie, particulièrement le Bitcoin. Ouais, 0, 0, 0, 0. Je m'en fous complet du fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le fondamental, ça ne sert que si vous tradez en weekly ou en mensuel.
Tout ce qui est plus court terme que ça, il faut comprendre que voilà, le fondamental, il est dans les prix. Les prix, leur but, c'est d'anticiper. Donc en général, le fondamental, ça n'arrive qu'après. Et ça sert soit à conforter le fait que le marché a bien anticipé la chose, soit malheureusement à prendre le marché à contre-pied parce qu'il a anticipé, mais dans le mauvais sens. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas le savoir. Puisque quand le fondamental arrive, il peut simplement justifier un mouvement qui s'est déjà produit ou l'injustifier. Dans ce cas-là, éventuellement, vous pouvez mettre à profit un trade de contre-pied sur le mouvement, mais généralement, c'est des algos qui vont le faire à votre place et vous serez toujours en retard. C'est-à-dire que c'est des algos qui vont traiter l'information à des vitesses bien plus inimaginables que vos cerveaux. Donc autant vous dire que pour moi, ce type de trading-là, il n'est pas mettable à profit par un trading de retail, c'est-à-dire un trading de particulier chez soi, à la maison, devant sa stratégie, devant son ordinateur. Donc pour trader du fondamental, c'est soit sur du réactionnel de très court terme, mais il faut que ce soit du trading automatisé, et ça honnêtement c'est un métier, soit tout simplement, vous l'utilisez et vous le mettez à profit sur le très long terme, c'est-à-dire vous regardez les soft et hard data d'un marché et vous vous dites, là je vois plutôt une possibilité d'appréciation sur le long terme, mais dans ce cas-là, effectivement, vous achetez à long terme, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le même type de stratégie que ce qu'on met en profit. Et si évidemment vous aviez là immédiatement dans l'esprit de vous dire, mais le fondamental du Bitcoin est haussier, donc je buy and hold. Oui, encore une fois, mais on buy pas and hold, on fait pas un buy and hold dans un marché qui crache, voilà, tout simplement. Ok. On fait un buy and hold dans un marché haussier, ça, il n'y a pas de souci, mais on ne fait pas de buy and hold dans un crack. On attend que le crack se termine, et ensuite, éventuellement, on fait buy and hold. Donc faites attention à ne pas commettre cette erreur de vous dire, parce que le Bitcoin est haussier, je buy and hold et j'en achète. Ou alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a fait l'émission, là, c'était quand on était encore, c'était il y a 2-3 mois, là, quand j'étais encore le seul couillon à vous dire de vendre le Bitcoin et que tout le monde était ultra boule, je vous avais dit une chose à cette époque-là, que j'étais pas je ne voyais pas de contre-indication à du buy and hold à la seule et unique condition qu'il ne soit fait qu'avec un levier inférieur à 1 et la possibilité et la préparation mentale au fait que votre trade pourrait perdre 50% de sa valeur. Qu'il fallait être prêt, entre guillemets, à supporter mentalement le fait que le Bitcoin perde plus de 50% de la valorisation à l'époque, et surtout que vous soyez capable de tenir ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans faire la girouette et vous dire au final, oh ben ça bouge plus, on est bloqué à 4000 $, je vends. Voilà. Parce que dans ce cas-là, vous vous faites défoncer. Donc il faut bien comprendre ça. Je n'ai jamais dit qu'il était impossible de faire un buy and hold sur le Bitcoin, j'ai tout simplement dit qu'il faut être en conscience des gestions du risque associées, à savoir, il faut être capable de supporter un prix divisé par 2, et surtout avoir la capacité physique et mentale de pouvoir supporter la tenue de cette perte latente pendant très longtemps. On est bon? Allez, on s'arrête là. Je vous souhaite une agréable soirée. On fera donc ces émissions de façon récurrente toutes les semaines. Peut-être pas pendant 1 heure. Hein. Je préfère être franc. Donc on fera ça une fois par semaine, à dater de donc aujourd'hui. On mettra ça en place, ça fait partie des nouveautés. Donc le principe, c'est que le lundi matin, je vous mettrai un planning de la semaine, parce qu'évidemment, il y a des jours où ça va changer. Ce ne sera pas forcément le jeudi tout le temps, parce qu'il y a des fois où je ne vais pas pouvoir, parce que j'aurai mon petit ou des trucs comme ça. Donc il y aura un planning qui vous sera donné en début de semaine, ou on va dire allez, en fin de week-end, début de semaine, pour vous dire, voilà, cette semaine, on aura un live tel soir et un autre live tel soir. Il y aura, dans la mesure du possible, 2 lives par semaine. Un comme ça, où on traitera d'un sujet, c'est-à-dire que quand je vous posterai le planning de la semaine, je vous mettrai en même temps un... Merde, je cherche le mot en français, putain. Pas un QCM, mais oui, voilà, en fait, je vais vous mettre je vous ferai un choix multiple. Je vous proposerai 4 thèmes à aborder pendant la semaine. Vous voterez, tout simplement, et on abordera le sujet qui vous intéresse le plus, à la majorité. D'accord ? Je proposerai le même choix aux Anglais et aux Français. J'agglomérerai les 2 réponses. La réponse qui aura eu le plus de votes sera traitée dans la semaine, dans l'émission en live, comme on vient de le faire ce soir, puisque la dernière fois, votre premier choix, c'était donc de parler du money management. Maintenant que le money management, on l'a coché, je vais remplacer ce choix par un nouveau choix, mais je vous proposerai toujours les 3 autres que la dernière fois. C'est-à-dire, là, la prochaine fois, on parlera soit de l'étape 1 de la stratégie, d'accord, donc l'étude du time frame supérieur, comment on le fait, on prendra des cas pratiques, soit l'étape 2, comment on construit un cadre technique, quels sont les principaux cadres techniques, donc on pourra faire, si vous voulez, une émission spécifiquement sur Elliott.
Et pour finir, on aura donc on peut faire une émission sur l'étape 3, le signal de trading avec les indicateurs, où on prendra une émission où pareil, on prendra des cas pratiques, de mise en pratique tout simplement. Évidemment, donc je trouverai un 4e thème que je vous rajouterai dans la liste, puisque je vous proposerai à chaque fois 4 indicateurs. Enfin, 4. Pardon, je lis les questions. Je vous proposerai 4 choix parmi lesquels vous choisirez. Évidemment, chaque semaine, on en écumera un, et il y en aura un nouveau qui arrivera la semaine d'après, ainsi de suite. Voilà. Donc, chaque semaine, vous seront proposés. Donc ça, une émission en live d'une demi-heure à 1 heure grand maximum. Là, c'était la première, j'ai beaucoup blablaté, mais on ne durera pas aussi longtemps sur les prochaines. Il y aura une émission en direct où en fait je ferai ce que je fais tous les matins, c'est-à-dire la revue de marché. Au lieu de la faire le matin, je la ferai le soir avec vous et je la posterai le matin, d'accord ? Mais on la fera ensemble en live, comme ça, c'est-à-dire que vous aurez mes écrans, vous me verrez travailler, et comme ça en fait c'est surtout que vous pourrez poser vos questions en direct. Voilà. Donc là c'est intéressant, encore une fois, hein, s'acheter un micro-casque ça coûte vraiment pas cher, hein, vous en avez pour 10 balles à la Fnac. Donc si vous avez envie de poser des questions, encore une fois, profitez-en. Je suis pratiquement le seul au monde à vous proposer ça, c'est-à-dire faire des émissions ouvertes où je vous laisse la possibilité de parler et d'échanger avec moi. Il n'y a pas beaucoup de traders professionnels qui donnent de leur temps pour faire ça. Hein. Donc profitez-en si vous avez envie. Et que, voilà, si vous avez honte et que vous ne voulez pas parler, je peux comprendre, encore une fois. Mais si vous voulez, n'hésitez pas. Voilà. Encore une fois, je vous dis, si vous n'avez pas de micro-casque, 5 balles, allez, 10 balles à tout péter, je pense, à la Fnac ou n'importe où, vous trouverez ça sans grand problème. Et donc, on fait ça. Donc, en début de semaine, on fera une analyse ensemble. Vous pourrez poser des questions. En fin de semaine, donc en gros, soit lundi, mardi, on essaie de faire donc l'émission ensemble, la préparation d'une émission, donc la préparation d'une revue de marché ensemble, en direct. En fin de semaine, donc mercredi, jeudi ou vendredi, en fonction des disponibilités, on fait ce qu'on vient de faire ce soir, donc l'émission. Évidemment, il y a des semaines où on ne pourra pas tout faire, hein, mais dans la mesure du possible, on va essayer. Et vous aurez évidemment par semaine, au milieu de la semaine, un QCM, c'est-à-dire que je vous ferai en fait un QCM de marché. C'est un truc qu'on avait fait sur l'autre Discord que j'avais trouvé très cool. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous aurez entre guillemets, je vais trouver une situation assez chiante dans le marché. Et je vais vous poser des questions dessus. C'est-à-dire, je vais vous dire, par exemple, là, vous voyez, on pourrait le faire, le truc. Si vous voulez, regardez, on va prendre un exemple de ce que seront ces futurs QCM. En fait, ce que je ferai, c'est que je prendrai, par exemple, ici, ce cas de marché-là, où je vous dirai, voilà, par exemple, dans le cadre technique suivant, admettons que je cherche un signal acheteur pour ce marché, ce qui n'est pas le cas, hein, d'accord, hein, mais là, je prends l'exemple, on va dire, voilà, j'ai exécuté mon étape numéro 1, je cherche des signaux acheteurs. Je viens de terminer mon étape numéro 2, voici le cadre technique que j'ai placé pour un train d'acheteurs. J'ai donc identifié cette pattern épaule, tête, épaule. Maintenant, j'en suis donc à trouver les limites de mon cadre technique. Donc je vous dirai par exemple où je dois placer mon stop, où est-ce que je dois placer ma limite, où est-ce que je place ma validation, et je vous proposerai 4 ou 5 choix. Je vous dirai par exemple réponse A, je place mon stop là, ok, je mets ma validation ici, et je mets ma target 2 là par exemple, enfin je mets ma target ici, d'accord. Je vous proposerai, en fait c'est des questionnaires à choix multiples tout simplement, en sachant que souvent il y aura plusieurs possibilités, puisque encore une fois je vous dis il y a toujours plusieurs profils, plusieurs appréciations au risque. Tout ce que je vous dirais par exemple c'est cette réponse-là n'est pas bonne pour les raisons X ou Y, cette réponse-là est bonne et elle correspond à tel type de personne, cette réponse-là est bonne et elle correspond à tel type de personne. Mais voilà, ce qui est important c'est de surtout comprendre les réponses qui sont mauvaises, encore une fois, parce que c'est des erreurs que vous aurez souvent tendance à commettre, et le fait de faire ces QCM et de cocher la mauvaise réponse, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, comme je vous disais, il faut répondre à ces QCM. Et ne surtout pas avoir peur de faire une erreur, parce que vous apprendrez plus en vous plantant qu'en réussissant. Voilà. Le QCM, c'est vraiment génial, parce que en fait, vous allez naturellement vous planter, mais en fait, vous allez vous planter sans prendre la perte qui vous donnera quand même la leçon. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment malin derrière, vous allez comprendre pourquoi vous vous étiez planté, pourquoi vous avez pris une mauvaise réponse, et en fait, ça vous évitera de commettre l'erreur un jour. Parce que si vous avez mal répondu comme ça fait que face au même cas de marché, vous auriez fait l'erreur sur un trading réel. Donc en fait, le fait de vous planter dans un QCM, ça vous évite de prendre une perte pour comprendre quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très très bien, le QCM. Voilà. Donc on en fera.
au moins un par semaine, voire plus si affinité. Évidemment, dans la mesure du possible. Je vais couper l'enregistrement et ensuite on va revenir sur 2-3 trucs. Il y aura un replay de ce live, bien évidemment, puisque c'est un peu le but de tout ça. Donc là, je vais couper l'enregistrement, je vais l'upload sur YouTube. Nous, on reste ensemble, si vous voulez, encore un petit quart d'heure pour parler donc, de mon parcours professionnel et des trucs comme ça, mais hors enregistrement, parce que ça n'a rien à foutre dans la vidéo. Et on discutera des autres plans du Discord, des nouvelles choses que je veux mettre en place sur le Discord, de tous ces trucs-là. On va en discuter là 5 minutes avant de raccrocher et de passer tous au dodo. Allez, j'arrête l'enregistrement. À tout de suite. Ça marche.